Charles-Henri, vous connaissez le coup du scorpion en football? Pas du tout, et pourtant j'ai pratiqué le foot depuis l'âge de 8 ans. Bon, alors on va s'intéresser maintenant dans la page société au phénomène du rétro gaming. Alors de quoi s'agit-il? Alors, je ne sais pas si vous êtes accro aux jeux vidéo, Yvan, mais il faut suivre si vous ne voulez pas être démodé rapidement. Les fabricants développent régulièrement une console de jeu nouvelle génération, toujours plus que la précédente, plus rapide, plus réaliste graphiquement, plus. Il ne vous reste plus qu'à mettre à la poubelle votre ancienne console, ou dans le meilleur des cas, au fond d'un placard. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à ressortir de leur grenier les consoles qui ont bercé leur enfance avec des jeux comme Pac-Man ou Space Invader. À l'époque, on ne parlait pas de DVD ou de CD-ROM, mais de cartouches et de cassettes magnétiques. Il existe une association, mo5.com, qui ravive la mémoire de ces antiquités vidéoludiques. C'est un reportage de Willy Blouville et de Laurent Beaufils. Vous avez joué avec, vous les avez désirés, vous les avez aimés. Pourtant, vous les avez abandonnés, alors ils reviennent vous hanter. Fin des années 70, les pantalons pas de dev disparaissent et les premiers jeux d'arcade apparaissent, une véritable révolution pour ados et grands enfants. Moi j'ai grandi avec ça, donc ça me gêne pas du tout que techniquement ça soit pas beau si on veut, ou que ça soit une esthétique particulière. Ce qui compte donc pour ces trentenaires, ce n'est pas l'esthétique, mais le jeu ou les machines de collection. Les premières consoles tout droit débarquées d'un autre monde. Je viens juste de ramener une Atari VCS 2600 de 1977. Donc c'est, on va dire, le premier grand succès commercial dans le monde des jeux vidéo. C'est une machine sortie par Atari qui s'est vendue un petit peu partout. Et je crois que le chiffre c'était 25 millions d'unités vendues, ce qui est absolument monstrueux pour l'époque. Donc j'ai pris ce petit joystick là, celui d'origine, l'Atari, je vais le connecter sur la 2600 parce que nous venons de pouvoir obtenir l'image de pole position dessus. Et nous allons faire une petite partie. En 5 secondes, le jeu démarre, et c'est le cas sur ces machines de 1977. Vous mettez la console, vous branchez la cartouche, vous l'allumez, vous avez de suite le jeu qui commence. Vous n'allez pas avoir de vidéo d'introduction qui va vous expliquer c'est un gros mage qui arrive et il y a un démon frité, etc. Ne dites surtout pas à Philippe et ses amis qu'ils sont des ados attardés, des nostalgiques de la génération Michael Jackson ou encore des ringards. Ces collectionneurs de matériel vintage, les rétro gamers, font fureur. Philippe a eu sa première console à Noël en 81, ça date un peu, mais il se rappelle encore aujourd'hui avec émotion ce jour magique. C'est une joie de retrouver 20 ans plus tard cet objet-là et de dire ah mon Dieu, mais ce super Cobra-là, j'ai joué quand j'avais 12 ans, je l'avais cassé parce que j'étais vraiment un petit peu bête, un petit peu casse-cou, mais le reposséder maintenant en état de fonctionnement, c'est génial, je me régale. Mais le rétro gaming ne s'arrête pas là. Venez, je vous emmène dans le Starbird, découvrir la caverne d'Ali Baba. Alors là, effectivement, vous êtes dans la préhistoire de l'informatique. Donc vous avez ici une machine Hector. Donc vous avez une petite idée pour charger un programme de quelques kilooctets. Donc on utilisait des cassettes audio comme celle-ci. Donc ça mettait à peu près 10 minutes. Et quand on échouait, ou quand la machine plantait, s'arrêtait, il fallait recommencer pendant 10 minutes. Donc avant que la machine soit opérationnelle, on passait des fois plus d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, des fois plusieurs heures. Dans ces cartons dorment les premiers Atari, les premiers Amstrad, Hector, Apple et autres machines qui ont fait rêver toute une génération. Des ordinateurs que l'on croyait disparus à jamais, mais que l'association fait revivre. Il y a des gens qui veulent les remettre en marche tout de suite avec le jeu ou leur jeu favori ou c'est l'attitude la plus courante. Il y a des gens qui sont effectivement extrêmement émus, qui se mettent à pleurer ou à se rappeler les heures et les nuits qu'ils ont passées sur ces machines. Et puis ça les replonge dans toute une époque. Et cette époque, c'est celle du Pong, le jeu de tennis par excellence. Philippe et David veulent aujourd'hui créer un musée de l'informatique et en attendant, ils testent les œuvres. Allez, je te pardonne. Florent Gorge, quel est votre jeu préféré, vous, dans le rétro gaming? Alors moi, j'ai beaucoup de jeux préférés, effectivement, mais j'ai beaucoup de jeux auxquels je joue, mais mon jeu préféré, ça reste le Tetris, je pense. Alors vous êtes rédacteur en chef de Retro Game, donc c'est un magazine dédié au rétro gaming. Oui. Et on peut lire l'avenir est dans le rétro. Moi j'arrive pas à comprendre, avec les technologies, les jeux sont très réalistes, oui. Pourquoi vous vous retournez vers ce type de jeu? En fait, je crois que non seulement il y a de la nostalgie dans le mouvement rétro gaming, mais c'est surtout, à mon avis, une prise de conscience, une envie de reconnaissance. Les joueurs de jeux vidéo ont évolué, ils ont grandi. On a tous commencé à l'âge de 6, 7, 8, 9 ans. Bon, maintenant, on a tous entre 25, 30, 35 ans. Et il nous arrive encore de jouer. Donc, nous sommes des gens normaux, on a tous un travail. Simplement, on voudrait que les gens,
peut-être, s'aperçoivent que le jeu vidéo, c'est pas simplement un domaine pour les enfants, pour les demeurés, pour les attardés, Les attardés. les attardés, exactement. C'est vraiment une envie d'être connu en tant que joueur. Mais c'est pas vous, là, c'est pas vous un peu les attardés là, en jouant avec ces jeux qui sont quand même totalement dépassés. Enfin, pour les gamins, vous devez faire figure d'antiquité là. Oui, certes, mais disons que il existe pour le cinéma des cinéphiles qui aiment bien sûr de vieux films, qui soient en noir et blanc, qui soient même muets, etc. Donc pour les jeunes générations, effectivement, quand on regarde un film muet, ça fait vraiment ringard, c'est effectivement dépassé. Mais simplement avec un petit peu de recul, je pense que les générations prennent un peu conscience du contexte culturel, de l'évolution, etc. Et ils s'y intéressent, ça fait partie de l'histoire et c'est pas forcément ringard, non. Alors quel plaisir on a à jouer à un ancien jeu par rapport à un jeu d'aujourd'hui? Ben en fait, ça dépendra en fait des générations. Nous, notre génération, quand elle rejoue un jeu des années 80 par exemple, c'est essentiellement de la nostalgie. Bien sûr, un bon jeu de l'époque sera toujours un bon jeu maintenant. Un mauvais jeu sera toujours un mauvais jeu. Simplement, c'est de la nostalgie, je pense, beaucoup de nostalgie. Et puis c'est surtout aussi un manque de temps. Les joueurs de rétro gaming manquent souvent de temps, ils travaillent et ils souhaitent simplement prendre leur pied 5, 10, 15, 20 minutes sur des jeux qui ne demandent pas un investissement en temps. C'est-à-dire qu'on peut jouer moins longtemps sur un ancien jeu qu'aujourd'hui où on est forcé d'aller jusqu'au bout. Comment ça se passe? Oui, très souvent, par exemple, je prends le cas d'un jeu comme Tetris, par exemple, on peut y jouer 15-20 minutes comme ça sans se poser de questions, alors que la plupart des jeux actuels, bien sûr ça dépendra des genres, mais il faudra entre 10, 15, 20 heures pour en voir la fin, par exemple. Donc ça demande énormément de temps pour déjà comprendre le fonctionnement des touches, de la manette. Mais on les trouve où ces jeux? Parce qu'on a peut-être une vieille console dans un placard, mais les jeux on les a plus forcément, ou est-ce que ça doit être difficile? C'est pas forcément difficile, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus efficace, ça reste encore les vides-greniers, par exemple, où là, donc, les familles vident les chambres des enfants et elles retrouvent des vieilles cassettes. Il y a un vrai marché autour de ça. Hein. Ah, il y a un véritable marché. Il y a une cote, il y a tout ça. Les codes sont malheureusement pas officiels, mais disons que les joueurs un petit peu habitués connaissent en fait la valeur de certains jeux. Et puis bon, c'est un média culturel aussi, donc en fonction des gens qui ont fabriqué ce jeu. Merci beaucoup, Florent. Alors, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Retro Games. Si vous êtes passionné par les anciens jeux, je vous l'offre, Yvan. Vous pouvez y trouver tout ce que vous voulez. C'est gentil. Merci, Charles-Henri. On va terminer avec du jazz et la figure emblématique